Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Au sommaire de cette édition, le train de la conférence d'entente nationale continue son chemin avec un revirement de dernière minute. La coordination des mouvements de l'Azawad participe finalement à cette rencontre qui doit favoriser la réconciliation nationale. La CECIM a tenu ce mardi sa deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la mandature 2015-2020 au Parc des expositions de Bamako. 3 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. La conférence d'entente nationale qui s'est ouverte lundi à Bamako se poursuit. Elle est censée réunir pendant une semaine toute la nation malienne. Nous vous proposons quelques réactions au micro de Kafouné Batili. Pour vous dire franchement, je suis satisfaite. Je sais qu'il y a des ratés quelquefois. C'est une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc dans chaque chose, il y a toujours quelque chose à parfaire. Donc nous sommes dans ce cadre et nous prenons tout ce qu'il y a comme incohérence pour l'intégrer, pour que nous puissions rapidement prendre en compte les doléances des uns et des autres. Je suis satisfaite du fait que les femmes sont largement présentes. Par rapport aux jeunes aussi, elles sont largement présentes à toutes les confessions religieuses, à toute la société civile. Sans paix, on ne peut pas dire qu'il y aura un développement. Vous voyez, on dit conférence d'entente nationale et quand nous, les femmes, nous entendons entente, nous pensons que c'est une bonne chose. C'est une conférence qui vient à point nommé, à un moment où les esprits et les cœurs ne sont plus ensemble. Et je pense que ça permettra au moins pendant des jours que les Maliens se côtoient, du nord au sud, au centre, pour parler de leurs préoccupations, parler des réalités de chaque région. Une conférence nationale, ça doit regrouper les hommes et les femmes de cette nation pour qu'ils puissent discuter sur tous les problèmes du pays. Et malheureusement, je viens aujourd'hui, hier à la télé, je vis avec la salle pleine, aujourd'hui je viens, il n'y a pas 300 participants. J'étais très déçu. Une conférence nationale doit regrouper tous les membres de l'opposition, tous les partis politiques confondus, toute la société civile et tous ces frères et sœurs qui sont rébellés, qui s'appellent Azawad. On doit se retrouver autour de la même table pour parler de la vie de la nation. C'est une excellente chose, parce que quelles que soient les difficultés dans une nation, il faudrait un jour que les filles et les fils de ce pays se retrouvent pour parler et s'entendre et avancer. Donc la tenue de la conférence d'entente nationale est une opportunité et un lieu pour débattre de tous les sujets de questions nationales. Et nous sommes de la diaspora, nous sommes chargés de l'immigration et de la diaspora au sein de la société civile malienne, et de comprendre les problématiques, proposer des solutions à intégrer dans la charte définitive. On a erré d'apprendre et même de constater au podium que la CEMA a rejoint la conférence d'entente nationale, et nous espérons également les autres qui ont des ressentiments que tout ce qu'ils reprochent, tout ce dont ils pensent être correct à inclure, soit inclus dans la charte. Il y a une raison qu'on fasse cette conférence. Et c'est pour permettre à tous les Maliens et à tous les Maliennes de s'entendre, de s'exprimer ici. Aujourd'hui, on entend toutes les régions de nous dire ce qu'ils ont fait comme travaux dans leur région. Bon, moi j'apprécie très fortement l'organisation de la conférence d'entente nationale parce que tout simplement c'est un point clé éminent que l'accord s'est dégagé. À travers dès sa signature, les partis devraient s'engager à mettre en place l'organisation de la conférence. Cela a pris trop de temps, mais moi je pense avec l'avènement de l'organisation de cette conférence, nous pouvons nous en réjouir et dire que c'est des avancées pour la mise en œuvre de l'accord.
Deuxième session ordinaire de la mandature 2015-2020 de l'Assemblée consulaire de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali. La cérémonie d'ouverture était placée sous le parrainage du ministre du Commerce. Reportage Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Au cours de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CECIM, les participants ont examiné et adopté le plan de mandature 2015-2020, le budget 2017, des rapports d'exécution du budget 2016 et procédé à des distinctions de médailles à des commerçants qui se sont fait remarquer. Je vais vous parler aujourd'hui d'un processus qui a commencé depuis 1990 peut-être, parce que ça fait tellement longtemps que nous luttons contre ça. Il s'agit de la charge à l'essieu, c'est-à-dire la suppression de la surcharge sur les camions. Nous avons, depuis le 1990 essayé de voir comment est-ce que nous pouvons préserver nos routes. Qu'est-ce qui fait que nos routes ne supportent pas les charges que nous leur donnons, et qu'est-ce qui fait que quand nous pensons qu'une route doit faire 5 ans, elle ne fait que 2 ans par exemple. Il s'agissait donc de la surcharge. Le Mali s'est engagé sur l'initiative du président de la République et du Premier ministre à faire du partenariat public-privé une modalité importante pour faire des projets avec les opérateurs économiques. Dans ce cadre, une loi a été adoptée en décembre dernier. Son décret d'application a été adopté par le Conseil des ministres. Et toutes les structures qui doivent intervenir pour traiter ces projets sont déjà en place. Beaucoup d'opérateurs économiques parmi vous ont déjà fait des propositions de projets en partenariat public-privé avec le gouvernement. Il faut retenir que le projet de plan de mandature qui retrace les grands axes de promesses faites aux opérateurs économiques pendant la campagne coûtera 98 milliards de francs CFA, dont 30,8 milliards constitueront l'apport personnel de la CECIM, soit 31% et 69% à rechercher auprès de l'État et les partenaires techniques et financiers à travers le partenariat public-privé. Mais permettez-moi juste de rappeler quelques faits, parce qu'aujourd'hui, de l'industrie, on en parle. Du développement industriel, on en discute. Et je voudrais dire ou rappeler que depuis 30 ans, nous n'avons pas connu un département exclusivement en charge de ces secteurs importants et très importants. Et nous sommes à même de dire aujourd'hui que c'est déjà une réussite de l'offre politique du président de la République. De souhaiter la bienvenue à cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Monsieur le ministre, votre présence massive aux côtés de votre collègue du ministre du Commerce témoigne suffisance l'engagement du président de la République, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, qui a placé l'entrepreneuriat au cœur de sa politique économique. Le président de la CECIM, Youssouf Bathily, dans son intervention a souligné que durant son mandat, un accent particulier sera mis sur les infrastructures de soutien aux activités des entreprises. Selon lui, ces réalisations permettront d'une part à la Chambre d'offrir des infrastructures qui concourent à la promotion des activités économiques et d'autre part d'accroître ses ressources financières pour mieux assurer sa mission d'appui aux opérateurs économiques. Ces félicitations sont aussi et particulièrement adressé au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et aux membres du bureau pour la bonne organisation et la tenue de cette session de l'Assemblée consulaire. Le gouvernement du Mali a créé la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et a confié sa gestion aux professionnels du secteur privé afin que les questions d'organisation et de représentation de l'ensemble des opérateurs économiques de notre pays soient mieux assurées. À cette fin, elle est investie des missions de proposition et de formulation d'avis à l'État en matière économique, d'information et de communication de ses ressortissants, de formation de ses membres, d'assistance conseil et d'appui aux entreprises, de création et de gestion d'équipements et infrastructures, de règlement des différends par voie d'arbitrage. Je constate avec satisfaction que les efforts que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est en train de déployer pour assurer ces différentes missions
Elle accompagne le gouvernement à travers mon département dans le règlement de l'épineux problème des commerçants déguerpis. Rappelons qu'au cours de cette session, la CECIM, par la voix de son président, entend engager de grands projets au profit de la promotion du secteur privé national et contribuer de manière significative à la mise en œuvre de la volonté politique du président de la République de lutter efficacement contre la pauvreté et faire du Mali un pays émergent. La première foire d'exposition pour la paix et la réconciliation se tient depuis le 20 mars au parc des expositions de Bamako, placé sous le parrainage du président de la CECIM. L'initiative est de l'Union des associations des commerçants du Mali. Reportage Marietou Diallo et Ibrahim Koulibaly. Initiée par l'Union des associations des commerçants du Mali pour les foires, la première foire d'exposition Vente de la paix et de la réconciliation de Bamako a été officiellement lancée depuis le 20 mars dernier. Ils sont plus d'une centaine d'exposants venus d'ici et d'ailleurs avec divers produits et à moindre coût. Avec comme sponsor officiel la boisson Planète, sous les stands, on y trouve des appareils électroménagers, des chaussures, du prêt-à-porter hommes et dames, du riz, des vélos et jouets pour enfants, du bétail et même de la viande grillée. Par ce geste, l'Union des associations des commerçants du Mali pour les foires entend unifier les commerçants maliens et offrir aux populations leurs besoins en termes de produits à moindre coût. Ça, c'est la première édition. Mais comme tout le monde savait que les crises qui traversent le Mali maintenant, vraiment, le Mali a besoin de quoi maintenant? Ça, c'est la réconciliation et la paix. Bon, nous, on a initié ça pour que ça sera une tusse entre les opérateurs et les commerçants pour qu'on se donne la main. On va faire les solutions pour que vraiment les populations ne souffrent pas beaucoup. Puis on a diminué le prix jusqu'à 20%. Et puis on a donné le conseil à tous les commerçants. Et puis on lance l'appel aussi à Bamako. On a fait un tour. Il y a toutes sortes de marchandises. Pour les exposants, tout est fin prêt pour accueillir les clients, mais c'est l'affluence qui fait défaut. Cette foire, je sens sur le point organisation, c'est très bien organisé. Sur le point de sécurité, il n'y a pas eu que la bonne sécurité, donc on la note à 100%. Et sur le côté sensibilisation, ça manque vraiment la sensibilisation parce qu'on n'a pas encore vu les acheteurs. Alhamdulillah, on est là, ça se passe, mais on dit pas tellement, mais ça va. Parce que la foire, quand ça se commence, donc on est là, mais pour le moment, ça ne donne pas bien parce qu'on ne voit pas tellement les clients. Donc on aimerait bien que vraiment les clients viennent parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour eux. Bon, on est venu ici pour l'espace. Bon, on avait amené les petits taureaux. Bon, pour les gens qui avaient gagné les bonnes affaires. Bon, c'était bon, on a tout bien fait, on a tourné bien. Cette première édition de la foire d'exposition Vente de la paix et de la réconciliation de Bamako se tiendra jusqu'au 5 avril 2017 et ça se passe au parc des expositions de Bamako à Kalabankoro sur la route de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Conférence du comité du mouvement pour l'union des Maliens, la rencontre qui s'est tenue dimanche à Niamakoro avait pour thème l'unicité des Maliens, paix et réconciliation. Nous vous proposons d'écouter Cheikh Aruna Sangari. Nous étions invités aujourd'hui par le comité du mouvement pour l'union des Maliens de Niamakoro. En fait, nous avons tenu une conférence avec les religieux et la population. Parmi les religieux, il y avait les chrétiens, les protestants, les musulmans, pour faire passer un message aujourd'hui qui concerne tout le Mali. Un message de paix, un message de réconciliation et de pardon. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il faut que toute la population malienne se donne les mains pour être un seul homme, pour faire face aux obstacles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à abandonner les intérêts personnels pour faire face vraiment à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où seuls les Maliens peuvent trouver une solution à cette situation-là. Cela ne peut se faire que dans l'union, que dans l'entente, que dans l'entraide, que dans le pardon et la réconciliation. Le gouvernement a entamé un premier pas qui est un pas très très important, qui est donc la mise en place des autorités intérimaires
aujourd'hui dans les régions, malgré la contestation des populations. Donc nous avons fait énormément de sacrifices pour vraiment faire revenir la paix dans ce pays-là. Donc maintenant, si nous disons la paix, la population demande la paix, le gouvernement demande la paix, il faut savoir où se situe le problème et nous demandons maintenant donc, à ces groupes armés-là vraiment de laisser les armes, de revenir, de retrouver leurs frères pour que nous puissions vivre dans un pays de paix. Le problème entre bergers, entre éleveurs et agriculteurs, c'est un problème traditionnel que nous avons hérité dans ce pays. Moi, je suis un élu communal. Je sais que dans ma commune, à l'approche de l'hivernage, nous gérons des difficultés comme ça. Et un agriculteur, d'abord, le problème se règle au niveau du chef du village. Et si ça persiste, c'est au niveau du maire qui est un officier de police judiciaire. Et si le maire n'arrive pas à régler le problème, ça va à la justice et la justice tranche. C'est ce que nous connaissons. Mais si aujourd'hui les problèmes entre éleveurs et agriculteurs se transforment par des armes, c'est une nouvelle guerre qu'ils veulent nous imposer. Nos frères là, que les gens sont en train de manipuler, disons-les que non. Cérémonie de lecture de Coran pour le lancement des activités 2017 de l'Association des jeunes ressortissants de Kerouané, occasion pour l'AJRK de présenter les différentes activités réalisées et faire des projections pour l'avenir. Reportage Moussa Fomba et Mohamed Sidibé. Poser des activités tendant à améliorer le quotidien de leurs parents au village à travers des initiatives locales de développement à la base. Telle est la vision de l'association des jeunes ressortissants de Kerouané AJRK. En prélude au démarrage de ces activités, elle a procédé par l'organisation d'une cérémonie de lecture de Coran. Cette lecture de Coran a été une initiative pour la JRK. Pour le village, nous avons plusieurs perspectives. Vous-même, vous voyez, nous sommes aussi sur le terrain de football de l'école qui a un problème très sérieux. Toute école doit être d'abord clôturée, mais on voit que tel n'est pas le cas. L'école n'est pas clôturée. Tout le monde peut accéder dans la cour de l'école, faire n'importe quoi sans que les élèves ne soient protégés. Donc nous avons une initiative pour cela. Et il y a aussi le chef du village qui nous a donné un endroit pour qu'on puisse y installer la maison des jeunes, qui sera appelé le siège de la JRK, là où nous pouvons créer de l'emploi pour les jeunes qui ne vont pas dans les grandes villes, qui restent ici, pour qu'eux aussi puissent faire un peu de ménage pour leurs petits besoins, afin qu'ils puissent rester ici et continuer avec leurs études. Là, on voit que le goudron de Bamako, tu roules sur un goudron, mais arrivé à Touba, sur le pont de Touba, le goudron s'arrête là. Donc nous avons pris l'initiative aussi que dans l'avenir, nous allons y penser avec la mairie. Nous, notre objectif, c'est de contribuer au développement de notre localité. Donc c'est à travers cette collaboration qui nous a permis aujourd'hui de bénéficier des motos ambulantes cyclées. Bon, nous lançons un appel solennel à tous les partenaires financiers et techniques qui sont pour la faveur du développement de nos localités et le développement de la commune en général. Nous sommes une association apolitique, nous sommes là seulement pour contribuer au quotidien de nos villageois. On a pris de contact avec le nouveau maire, M. Sewoussila, donc nous sommes en contact permanent, donc on va faire des essences là-dessus pour pouvoir avoir des contributions de leur part. Parce qu'il faut savoir que la mairie est le premier acteur de développement dans une localité. Donc avec la décentralisation, les gens payent leurs taxes et leurs impôts pour pouvoir subvenir à leurs besoins dans la commune, pour aider la localité. Rotary Club de Bamako, rive droite, partenaire privilégié de l'association à travers sa représentante, se réjouit de cette collaboration qui permet ainsi aux populations de bénéficier d'un tricycle ambulance médicalisé. Il y a environ 3 ans, le Rotary Club Bamako rive droite a été mis en contribution par l'association des jeunes ressortissants de Kerouané en vue d'obtenir une ambulance pour cette contrée. Aujourd'hui, c'est une réalité. Grâce à un partenariat de notre club avec la première dame, Mme Keita Aminata Maïga. Le Rotary Club Bamako rive droite, ayant conscience de l'utilité de santé publique d'un tel geste, en a fait un de ses objectifs de l'année rotarienne
2016-2017 et a offert une ambulance à la commune. Que cette ambulance soit la réponse aux problèmes que pose le transfert des patients d'une unité sanitaire à une autre. Tous les habitants de la commune et toutes les personnes de passage pourront ainsi bénéficier d'une protection souvent vitale. L'AGRK entend œuvrer pour le développement du village de Kerouané, situé dans la commune rurale de Touba, cercle de Banamba, et en appelle à toutes les bonnes volontés, notamment ses ressortissants. À présent, le point de l'actualité hors de nos frontières. Au plus près du pouvoir, mais toujours dans l'ombre, compagnon de route et de cellule de l'icône Nelson Mandela, Ahmed Kathrada, décédé mardi à l'âge de 87 ans, un héros très discret de la lutte anti-apartheid. Incarcéré pendant 26 ans, il n'a exercé qu'un mandat de député et fut pendant 5 ans le proche conseiller du président Mandela lors de son mandat à la tête du pays. Ahmed Kathrada faisait partie du premier cercle des dirigeants historiques du Congrès national africain, ANC, décrit par ses pairs comme un lieutenant de confiance, un héros discret. Récemment, il était sorti du silence et de sa retraite pour critiquer la marche prise par l'ANC sous la direction de l'actuel président Jacob Zuma. Au lieu de conclure les négociations ce lundi 27 mars, la signature de l'arrangement particulier, la conférence épiscopale nationale congolaise a fait le bilan de ses bons offices avec beaucoup d'amertume au vu de quelques points non résolus. Le mode de désignation du Premier ministre, le chronogramme de mise en place du gouvernement ou encore la question de la présidence du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Un constat d'échec, mais la SENCO s'est abstenue de dire qu'elle mettait fin à sa médiation. Les évêques espéraient la signature de l'arrangement particulier qui devrait permettre l'application d'un accord de la Saint-Sylvestre. En lieu et place de la plénière et de la signature prévue, c'est le président de la conférence épiscopale nationale congolaise qui a pris la parole. Les évêques l'ont dit, ils ne peuvent pas continuer cette mission de bon office éternellement, mais les mots qu'ils n'ont pas prononcés, c'est de fermer la porte à toute discussion. Au Gabon, le dialogue souhaité par Ali Bongo commence ce mardi 28 mars. L'objectif affiché, 8 mois après la présidentielle contestée d'août 2016, est d'apaiser les tensions politiques et sociales, mais aussi relancer l'économie. Une phase politique suivra où 150 délégués du pouvoir et de l'opposition débattront des sujets les plus sensibles du moment. Réforme institutionnelle, réforme électorale ou encore mesures de décryptation. Pour le pouvoir, ce dialogue offre des avantages. Les sujets épineux à l'ordre du jour montrent son ouverture. Il donne aussi des garanties à la communauté internationale pour qui l'essentiel est qu'aujourd'hui il n'y ait plus de violence. Plusieurs leaders de la galaxie Ping veulent aller aux législatives de juillet, persuadés que le score de la présidentielle permettra de rafler la mise. Mais si le dialogue accouche de réformes, le scrutin sera repoussé. Le ministre béninois de la Défense, Candide Armand Marie Azanaï, a annoncé sa démission. La réforme constitutionnelle voulue d'urgence par le président béninois Patrice Talon a déjà ses premières répercussions. Le ministre dit ne pas supporter les remousses autour du fiasco de la réforme constitutionnelle promue par le chef de l'État. Ce lundi, il a quitté le gouvernement. Face au dernier développement de l'actualité politique dans notre pays, j'ai décidé de remettre ma démission du gouvernement, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Vendredi, les députés béninois rejetaient à l'unanimité le projet en urgence de révision de la Constitution proposé par le président Patrice Talon. Le texte prévoyait entre autres un mandat unique de 6 ans pour le chef de l'État, le financement public des partis politiques ou encore la garde à vue pour les ministres en fonction ainsi que pour le président en fonction ou pas. Meeting de soutien au comité provisoire de normalisation du football malien organisé par les jeunes de l'action sociale de l'hippodrome. Cette rencontre vise à asseoir l'autorité de l'État suite à la dissolution de la FEMAFOOT. Reportage Issouf Koulibaly et Mohamed Sidibé. Pour exprimer leur soutien au gouvernement du Mali à travers le comité provisoire de normalisation du football CONOR, la jeunesse de la commune 2 en général et en particulier celle de l'hippodrome ont affiché leur soutien sans faille à Siri Diallo et ses hommes tout en félicitant le leadership d'Ibrahim Bokar Keïta
président de la République du Mali de sa sage décision pour avoir dissous le bureau exécutif de la Fédération malienne de football le 8 mars dernier. Comme vous le saviez, il n'était qu'un secret pour personne de l'énorme difficulté que traverse le football malien. Devrons-nous laisser notre sport national sombrer? Devrons-nous compromettre l'avenir de notre jeunesse? Devrons-nous sacrifier et enterrer les sacrifices consentis par nos pères Salif Keïta? Nous disons non et non au kidnapping sous toutes ses formes du football malien. Soucieux de notre avenir et de l'image du Mali, nous, fils du Mali, avons décidé de nous mobiliser derrière le Conor sans condition afin de donner un nouveau départ au football malien. Ce meeting, c'est très simple. Au Mali, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe au niveau du football malien. Vous êtes tous au courant des problèmes, les difficultés que nous traversons présentement. Le gouvernement malien a pris sa responsabilité en faisant dissoudre le bureau précédent. Et pour rétablir le sport et puis pour donner un nouvel élan, ils ont mis un nouveau bureau sur place. Donc nous, en tant que jeunes de la commune D, en tant que Maliens patriotes, on s'est dit pourquoi ne pas soutenir et puis accompagner ces nouveaux bureaux dans toutes ces démarches afin que nous pouvons relancer le football malien. Cette cérémonie ce soir est une cérémonie très symbolique. Je tiens au nom du comité provisoire de normalisation à remercier les initiateurs de ce meeting. Ils ont fait leur devoir de patriote. C'est ce qui est demandé à tous les Maliens aujourd'hui. Parce que vous le savez, notre pays est actuellement en train de traverser l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. La division s'est installée à tous les niveaux. On veut diviser le territoire malien, les politiciens sont divisés, les sportifs sont divisés, les journalistes sont divisés, et la division est arrivée jusqu'au cœur de nos associations. Cette décision gouvernementale qui est survenue, il faudrait la comprendre de façon très simple. La Fédération malienne de football est une association malienne. C'est l'État souverain du Mali, par l'entremise du ministère des Sports, qui a autorisé la Fédération malienne de football à parler et à agir au nom du Mali, hors du Mali. Et ce même pays souverain du Mali, à travers le ministère des Sports, a jugé à un certain moment que la mission qui était assignée à cette fédération n'est pas menée de façon convenable. Et l'État souverain du Mali, à travers le ministère des Sports, a donc décidé de retirer tout simplement la délégation de pouvoir à cette même fédération. Mais où est-ce qu'on va? La FIFA ne saurait être au-dessus de l'État malien. Nous sommes des Maliens, nous devons tous rester derrière cette décision de l'État souverain du Mali. Maliens d'impe d'ici ou d'ailleurs, en békang une décision famille attendue. En tout cas, ni mon mobile qu'à fait. En békang une décision encore. Aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que tous les Maliens sont mobilisés pour soutenir le comité provisoire de normalisation dans sa mission quotidienne, qui n'est autre que de sauver le football malien. Et pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.